Je m'appelle Claude, je suis maître professionnel au CPNV à Yverdon. Après avoir vu le film Demain, j'ai eu envie de réaliser un projet de développement durable ici, avec des étudiants et des collègues enseignants. Le projet, c'est d'utiliser les terrains qui se trouvent autour du bâtiment principal, et puis pour les mettre en culture. Et puis également, je me suis rendu compte que pratiquer, jardiner, c'était une activité qui rendait les gens solidaires. Et en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à effectuer ce genre de travail en le partageant avec d'autres. À l'intérieur, dans ce projet, il y a toutes mes valeurs. Il y a la solidarité, il y a le partage, très important pour moi au niveau des enseignants. Et donc ce projet-là, c'est l'occasion justement de rassembler des enseignants qui enseignent des branches complètement différentes et qui ne se connaissent pas nécessairement. Donc là, pour moi, c'était l'occasion de découvrir plusieurs personnes que je côtoyais comme ça, mais que je ne connaissais pas du tout. Et ça, c'est une richesse, quoi. Et puis du coup, on a eu l'idée de faire appel à des permaculteurs, donc chevronnés en quelque sorte, pour nous épauler, quoi, pour nous accompagner dans ce processus. Avec l'idée qu'à travers eux, on allait apprendre, en tout cas les rudiments de la permaculture, pour devenir petit à petit autonome. Ce qui m'anime le plus, c'est le partage, c'est pouvoir partager ça avec des collègues, avec des élèves, et ça c'est vraiment mon moteur. En plus, c'est le côté esthétique du projet aussi, donc je me suis rendu compte que la première fois où je revenais au travail, une fois qu'on avait réalisé les premiers ateliers, c'était plus la même chose. C'est-à-dire que je venais ici, et puis en même temps, j'allais voir comment ça poussait, à quoi ça ressemblait. Et puis effectivement, c'est une source de plaisir, puis une source de motivation pour venir tout simplement au travail. Alors pour moi, le film Demain, ça a été vraiment le déclencheur, le détonateur. Donc, j'ai ressenti très fortement cette sensation comme quoi c'était possible, qu'on peut faire quelque chose à notre niveau. Et parce que je crois qu'il y a une vertu vraiment pédagogique, éducative à ce type de réalisation, même si la permaculture ne va pas forcément s'implanter partout dans nos cultures, mais ça restera peut-être quelque chose de relativement marginal, mais ça vaut la peine de tenter ce genre d'expérience, pour des raisons humaines, pas seulement écologiques et autres. Je m'appelle Marilène et ma famille et moi, on essaye de réduire nos déchets pour être zéro déchet. Nous, dans la famille, on a commencé par réduire nos déchets dans la cuisine. C'est à mon sens ce qu'il y a de plus simple, parce que le principe de base, c'est de faire des courses en vrac. Donc on achète des choses qui sont plus dans des contenants en plastique ou dans des contenants en métal, mais on amène des sacs en tissu ou des bocaux pour faire les courses. Et puis on n'a plus tous ces emballages superflus. Après, nous, on a continué sur l'hygiène corporelle, parce qu'on s'est rendu compte très vite que les produits industriels étaient assez nocifs, donc c'était pour nous essentiel de changer quelque chose. Et puis en fait, quand on rentre dans le zéro déchet, petit à petit, c'est un peu toute la philosophie qui change. Et puis à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose, on se pose la question, mais est-ce que je suis en train de produire un déchet ? Ou combien de déchets ça a produit pour créer cette chose. Et puis on prend les éléments un à un. Donc d'abord ça va être la cuisine, ensuite ça va être la salle de bain, et on va essayer de trouver des alternatives qui sont zéro déchet. Avec l'exemple, on montre que c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont très accessibles, très vite, et qu'on peut faire facilement dans la vie de tous les jours, même si on a un travail, des enfants, et qu'on est très occupé. Alors le zéro déchet, ça apporte vraiment plein de choses en fait. Ça apporte déjà un sentiment de bien-être parce qu'on est en train de faire quelque chose, on se dit que ça a du sens pour l'avenir de la planète, l'avenir de nos enfants. Mais après, ça apporte des choses concrètes. Ça apporte des choses concrètes au niveau de la santé, parce qu'on n'est plus en train d'utiliser des produits nocifs. On sait ce qu'on utilise, on sait ce qu'on mange. Ça va faire aussi du bien au niveau de la bourse, au niveau de l'argent. C'est pas quelque chose qu'on voit immédiatement quand on fait du zéro déchet, notamment dans la cuisine,
Mais quand on fait du zéro déchet de manière un peu globale, on voit qu'il y a une réduction des coûts du train de vie en fait. On commence à moins consommer et à mieux consommer et on dépense moins d'argent. Et ça, c'est visible. Alors avec le zéro déchet, il ne faut pas avoir peur de se lancer. C'est vrai que des fois, ça peut sembler insurmontable, de dire ah, mais je ne vais pas produire de déchets, c'est impossible. Mais en fait, quand on commence un tout petit peu, on voit très très vite les effets. Alors on les voit parce que déjà on les voit dans notre poubelle, qui réduit très vite. Il y a très peu de choses qu'il suffit d'enlever, donc c'est très positif. C'est un changement qui se voit. Et puis après, il faut surtout prendre les choses petit à petit. Il ne faut pas tout faire en même temps, mais il faut commencer, changer une habitude dans la cuisine, et puis une fois que cette habitude-là est acquise, on en change une autre, et puis avancer petit à petit. Puis des fois, on revient un peu en arrière parce qu'on est fatigué, et puis on a eu une semaine difficile, alors on va acheter une boîte de conserve, et puis on aura un déchet. C'est pas grave, on essaye d'avancer, et puis la prochaine fois on fait mieux. Je m'appelle Sylvie, je suis présidente du e-Repair Café. Alors le Repair Café est utile pour tous les gens qui ont des objets à réparer. On leur explique comment réparer s'ils se sentent capables de le faire. L'idée, c'est surtout de réparer les objets plutôt que de les jeter tout le temps et de devoir racheter chaque fois pour éviter la consommation. La journée type du repair, on arrive, on s'installe. Il y a toujours la partie très importante aussi, c'est le café. Parce que les gens qui arrivent et puis qui ont un petit billet pour aller chez tel et tel pour réparer on va dire un laptop, eh bien, il doit peut-être attendre parce qu'il y a déjà quelqu'un. Donc, il va pouvoir s'arrêter, boire un café. Il faut que ça reste quelque chose de très convivial, c'est très familial, c'est très intergénérationnel, très ouvert, on va dire. Je suis à l'aise avec beaucoup de choses dans la couture parce que j'ai fait des costumes de théâtre, j'ai travaillé différentes matières, ce qui fait que dès qu'il y a une réparation à faire, j'arrive assez facilement à voir ce qu'il y a à faire. Et le fait d'avoir travaillé avec des enfants, j'ai mis en place des petites combines comme ça qui me permettent de réparer facilement. Ce qui m'anime au niveau du Repair Café, c'est en fait la transmission de savoir. Parce que je pense que ça, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. C'est aider les autres. C'est si la personne, elle n'a pas beaucoup de moyens puis qu'elle peut continuer à mettre sa veste, je suis ravie. C'est aussi une manière de moins consommer. C'est une manière... je trouve qu'on a tellement de possibilités maintenant pour acheter. C'est de rester dans quelque chose de plus sain, de plus naturel. Voilà, il y a une culture du partage, de temps, de connaissances, d'échanges, vraiment à tous les niveaux. Pour moi, c'est quelque chose d'important, de mettre des associations qui permettent aux gens de participer, de fabriquer. Je trouve que le faire, il est important maintenant, parce qu'on est dans une société où on demande aux gens d'être beaucoup dans l'intellect, dans la pensée, dans la réflexion. Et puis, c'est une manière de rendre un petit peu le fait que je sois bien dans ma vie, puis d'aider les gens. J'ai toujours aimé aider les gens. Alors au niveau social, ce qui m'apporte, c'est de rencontrer des nouvelles personnes et surtout dans ce domaine du développement durable parce que je connais peu de gens dans ce milieu. Alors, je connais beaucoup de gens qui font attention, qui trient leurs déchets, mais j'avais jamais vraiment mis le pied complètement dedans. Puis c'est à ce niveau-là que ça m'apporte beaucoup. Pour que l'aventure soit pérenne, il nous manque des bénévoles et puis un lieu. Réparateur, venez. Je m'appelle Roman et dans le cadre de l'option complémentaire de géographie au gymnase d'Yverdon-les-Bains, enseigné par Monsieur Anchaud, j'ai construit un ukulélé en déchets recyclés. Principalement, c'est parce que la musique, ça me touche déjà beaucoup et je pense que la musique, ça peut toucher un peu tout le monde et que c'est un peu un langage universel. Alors dans ce sens-là, je pensais que le public que je toucherais serait plus grand. Et j'ai également vu des inspirations, surtout dans les pays du Sud où on a peu de choses. Des gens qui font des instruments de toutes sortes, même des instruments qui n'existaient pas avant. Et voilà, je pense que ça vient de là.
Pour les matériaux, pour tout ce qui est bois, je suis allé chez mon parrain qui est ébéniste. Et donc je suis allé dans la cage aux déchets de bois. Je me suis servi comme je voulais. Après, pour ce qui est de la boîte principale pour faire la caisse de résonance, j'ai utilisé une boîte à biscuits. Donc voilà, que j'ai trouvé dans ma cave. La plupart des choses sont trouvées dans ma cave, dans des déchets ou des choses qu'on n'utilisait plus. Par exemple, les frettes, donc les parties en métal qui délimitent la touche, sont faites à partir de rayons de vélo, dont un vélo dont j'avais plus l'utilité. J'ai vu beaucoup de projets, comme par exemple des gens qui faisaient des guitares électriques avec des skateboards usés. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire et que, au final, plus que quelque chose de pratique, c'est quelque chose d'économiquement viable, puisque ça coûte rien en fait comme déchet. Donc peut-être que les gens au bout d'un moment se diront, vu que ça coûte très cher de faire une guitare, moi je vais essayer de la faire avec une vieille armoire, j'en sais rien. Je sais que Brian May, donc le guitariste de Queen, a fait sa guitare avec une vieille cheminée et des bouts de table et des bouts de chaises. Par exemple, pour lui, c'était pas forcément pour montrer le développement durable, enfin le projet tel quel, mais juste parce qu'il avait pas d'argent pour s'acheter une guitare faite en fabrication. Pour ce qui est du développement durable, je dirais que je suis un peu obligé de montrer ce côté développement durable puisque je suis la jeunesse, on va dire ça comme ça. Et que dans ce sens-là, j'ai un peu un devoir envers notre planète et envers notre société de montrer l'exemple, simplement. Et je pense que le recyclage, c'est pas la clé à nos problèmes, mais que ça va dans le bon sens. Et je pense qu'avant de pouvoir résoudre nos problèmes, on doit pousser les gens à penser différemment et en respectant un peu plus les choses. Voilà, l'environnement. Je m'appelle Erel et je suis cofondatrice du CEL d'Yverdon et environ. Alors un CEL, c'est un système d'échange local, dans le sens où les membres entre eux collaborent pour s'échanger des services. On s'échange aussi d'autres choses, du savoir, du savoir-faire et des biens, donc des objets. Mais le principe, c'est effectivement de s'entraider et puis de créer du lien avec les membres. On profite justement des connaissances et des savoir-faire des autres cellistes aussi pour apprendre chaque fois quelque chose dans le coup de main que la personne nous rend, parce qu'on a tous des façons différentes de faire et très souvent c'est enrichissant aussi de ce point de vue-là. Dans nos échanges, en fait, on donne une valeur au service qui est basée sur le temps. Donc pour chaque minute de service rendu, on va comptabiliser une unité de sel. Donc si je rends service pendant 2 heures, je vais recevoir en échange 2 heures d'unité. On n'a pas de hiérarchisation des compétences, donc ça veut dire qu'une garde d'enfant ou du dépannage informatique a exactement la même valeur. On va compter le temps qu'on a passé à rendre service. Je suis famille monoparentale et je sais que si j'ai besoin d'aide, d'un coup de main, je peux toujours demander dans le CEL, ça sera toujours bienvenu. On va pas me juger, on va pas me dire « Oh mais t'as déjà demandé le mois passé ». Donc il y a vraiment un côté bienveillant, soutien, entraide qui est vraiment agréable au quotidien. Puis de savoir que finalement on doit plus rien à l'autre parce que il y a eu cet échange d'unité qui fait que c'est pas du donnant-donnant, on se sent pas redevable, on se sent pas obligé de rendre service en retour. Et puis ça c'est quelque chose que je me suis rendu compte vraiment en commençant les échanges, c'est que c'est pas parce qu'on est chômeur, c'est pas parce qu'on n'a pas d'emploi, qu'on n'est pas reconnu socialement, qu'on n'a rien à donner. Au contraire, on a du temps, donc le temps c'est hyper précieux, et puis on a plein de compétences. Donc finalement, il y aura certainement quelqu'un dans le CEL qui aura besoin de nos savoirs, de nos connaissances, et on peut ensuite les transmettre plus loin. Et puis voilà, on est toujours utile à quelqu'un en fait. Après, le tout c'est de trouver la bonne personne. J'aime bien cette phrase de mettre du sel dans sa vie, quoi. Je trouve que c'est tellement... c'est clair que trop de sel, c'est pas bon non plus, mais... Ouais, je trouve que
ça illustre bien en fait voilà. Mettre du sel dans sa vie, c'est donner plus de goût à son quotidien, donner plus de vie à ses journées, et puis voilà. Je m'appelle Jean-Marc, je suis vice-président des Jardins Carton du Cœur d'Yverdon-les-Bains. Alors ici, les Jardins du Cœur, quand ils ont été créés il y a 20 ans, le but des Jardins du Cœur, c'était justement d'aider les défavorisés de la ville et du Nord vaudois. Et on n'avait pas à l'époque des livraisons, des invendus des magasins. Alors le but, c'était justement de produire des légumes et des fruits, puisqu'il y a un petit verger. Ensuite, via une association qui s'appelle les Tables Suisses, on a pu obtenir des livraisons 3 fois par semaine, des invendus des grands magasins, où là, il y a une autre équipe de bénévoles qui vient le lundi, le mercredi et le vendredi, qui vient trier ces produits. Or, le but des Jardins du Cœur, c'est pas seulement produire des légumes, bon, c'est le but principal, mais c'est aussi d'aider des gens dans leur réinsertion. Donc on a également des migrants qui viennent nous donner un coup de main. Alors ça se passe le mercredi. C'est le mercredi qu'on travaille au jardin. Au niveau de la culture, alors il est clair qu'ici, on n'utilise pas de produits. C'est vraiment les légumes et les fruits qui sont produits ici au jardin sont vraiment totalement bio, si on veut bien. On fait notre compost, on récupère toutes les feuilles l'automne, et on met ça, on a 2 composts, donc on peut faire un tournus. Et on a en même temps un emplacement derrière où on vide de temps en temps les poubelles de fruits et légumes et on fait des lambriques. Alors on appelait ça la lambriquestrasse parce que c'est original. Et ça justement là bientôt on va la vider, les 2 bacs pour les mettre sur le jardin. Je pense que ça ira pour les tomates. Alors comment je suis arrivé au Jardin du Cœur? Alors c'est assez original, c'est dans le cadre du travail au départ. En 2012 ou en 2013, je ne sais plus exactement, j'avais demandé à une amie qui était vice-présidente de l'association qu'est-ce que la banque pouvait les aider un samedi. Moi, mon idée était de venir avec tout le personnel pour leur donner un coup de main. Alors on est venu un samedi, on était une douzaine, où on a travaillé de 9h à 1h, où alors on a été vraiment utile au max pour l'association. Après, on a mangé ensemble avec les membres du comité. Et puis suite à ça, moi j'étais touché par cette association. Puis je me suis dit, tiens, moi quand je serai à la retraite, pourquoi pas venir les aider? Parce que c'est vrai que être dans la banque, on a une vision un peu différente de la précarité. Des fois, on est un peu décalé, suivant ce que c'est. Alors qu'est-ce qui m'anime à venir tous les mercredis ici? C'est surtout cette ambiance qu'on a ici. On a une petite équipe formée de 5-6 personnes où on s'entend bien. Ce qui fait que quand je me décide à venir le mercredi, j'ai jamais de peine à me dire en flûte qu'il faut que j'aille le jardiner. Et au contraire, en plus, on est très chanceux parce que tous les mercredis, en général, il fait beau. Le jour de la semaine où il fait un temps exceptionnel, donc on est rarement embêté avec la pluie. Alors c'est vraiment que du bonheur. Je m'appelle Ella Mona et j'ai créé des œuvres d'art et des objets en déchets dans le cadre de l'option complémentaire de géographie de Monsieur Anchaud au gymnase d'Yverdon. L'idée que j'avais de ce projet, c'était déjà de sensibiliser les étudiants du gymnase et après aussi une plus grande partie de la population sur le littering, qui est le fait de jeter en déchets par terre. Et donc sensibiliser sur l'impact que ce geste a en fait sur l'environnement. Et la deuxième idée était de revaloriser le déchet en fait, et de montrer que c'était de la matière première et qu'elle peut être utilisée pour créer et favoriser la création. Alors j'ai fait une vague en bouteille de PET pour montrer justement que où il y a le plus de déchets, c'est aussi dans les océans. Donc je voulais justement interpeller les gens sur dire voilà, vous allez en vacances à la mer, mais les déchets, qu'est-ce que vous en faites, le littering, etc. Ensuite j'ai fait une autre œuvre, c'est un homme en canette. Je trouve ça assez sympa de mettre les canettes pour montrer une figure humaine en fait, pour qu'on s'identifie à cette personne. Elle a une posture triste. C'est justement pour qu'on se pose la question sur l'impact qu'on a sur notre environnement et puis qu'on re-questionne ça et qu'on soit plus respectueux en fait envers la nature
pas jeter les déchets. Du coup, je suis allée, j'ai fait la demande pour aller dans des déchetteries pour prendre un peu plein d'objets que je voulais faire. Du coup, là-bas, j'ai pris du PET, de l'alu, du plastique que je trouvais, du fil de fer, un peu tout ce que je me suis dit qui pouvait donner quelque chose au final. Et j'ai pris tout ça et j'ai essayé d'assembler les choses. Pourquoi j'ai choisi l'art? C'est parce que c'est un de mes outils en fait pour exprimer ce que je pense et transmettre aussi une émotion. Et je pense que si les gens voient une œuvre d'art et qu'ils se sont interpellés et qu'ils reçoivent une émotion, peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils vont re-questionner leurs gestes, leur mode de vie, ça va amener une piste de réflexion en fait, et amener un changement. C'est ça le but. Le fait de montrer qu'une personne lambda peut faire des choses chouettes, c'est aussi intéressant, parce qu'après chacun va créer quelque chose, et je pense que c'est aussi comme ça que, peut-être un peu naïvement, mais qu'on va créer le monde de demain en fait, c'est avec la créativité de chacun. Moi j'ai beaucoup d'espoir en fait, parce que je trouve qu'il y a tellement de mouvements associatifs et collaboratifs, et il y a tellement un réseau qui est en train de se former entre plein de gens qui sont sensibilisés, qui ont une certaine conscience environnementale, que je me dis que ce mouvement va prendre de plus en plus de l'ampleur et qu'on va réussir à avoir un impact respectueux sur l'environnement et à minimiser en fait notre destruction de l'environnement et notre destruction personnelle en fait, parce que c'est ça aussi le vrai problème. Du coup, moi je continue à avoir de l'espoir et je me dis que on va réussir à avoir une société durable et respectueuse de l'environnement et des humains aussi.